Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Occupe ton ergo. Ce podcast a pour but de promouvoir l'échange et la réflexion autour de l'ergothérapie afin de s'enrichir ensemble sur notre pratique. Tous les mois, des ergothérapeutes sont invités à échanger et débattre autour d'un thème spécifique. Vous pouvez écouter ce podcast sur YouTube et sur la page Facebook Occupe ton ergo. Si vous souhaitez participer à la discussion, vous êtes invité à rejoindre le groupe Facebook où après chaque publication, nous discutons ensemble et avec bienveillance de ce qui a été évoqué. Je suis Marine Dahl, ergothérapeute, et je vous présente ce podcast. Pour cet épisode de Occupe ton ergo, nous allons aborder le thème être ergo en EHPAD et plus précisément comment mettre en place des objectifs communs avec son équipe. Pour discuter de cela, il y a 3 ergos qui sont présentes, Nadège, Natacha et Océane. Je vais vous demander rapidement de vous présenter afin qu'on en sache un peu plus sur votre parcours. Alors, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis Natacha Legros, ergothérapeute en EHPAD et je travaille sur l'île de la Réunion et pour plus de précision, dans mon EHPAD, il se trouve que le public est plutôt porteur de troubles psychiatriques. Bonjour, je suis Océane Capitani, ergothérapeute donc dans un EEAP avec une population d'enfants polyhandicapés entre 5 et 18 ans et je suis également ergothérapeute en cabinet libéral. J'ai été diplômée en juin 2019 et auparavant, j'ai obtenu une licence management spécialité établissement de santé en gériatrie. Bonjour, moi c'est Nadège Simon Dondini, je travaille en EHPAD dans l'EGO. Je suis diplômée de juin 2006 et donc ça fait 14 ans que je travaille en EHPAD avec une casquette en médiation animale et un cabinet en libéral depuis plus de 10 ans, voilà, et de la formation pour adultes. Merci pour votre présentation. Donc voilà, aujourd'hui je voulais aborder ce thème d'être ergo en EHPAD et donc cette problématique des objectifs en commun avec l'équipe, car il y a beaucoup de collègues ergo qui m'en ont parlé et qui se sentaient confrontés à ce problème. Et en effet, lorsqu'on se réfère en fait aux missions de l'ergo en EHPAD par l'AFEG, donc c'est l'Association française des ergos en gériatrie, ils ont fait une infographie avec les différentes missions de l'ergo et on se rend compte que l'équipe soignante, elle est très présente et elle est nécessaire pour que les missions de l'ergo soient mises en place, que ce soit autant pour l'autonomie de la personne, pour qu'elle soit stimulée au quotidien, par exemple lors des toilettes, que pour le maintien d'une préconisation, d'un positionnement. Du coup, je me demandais, est-ce que vous, dans votre pratique, vous avez aussi, peu importe si ça a été, par exemple toi, Océane, dans le diplôme, Nadège et Natacha, dans votre pratique en EHPAD, confrontés à cette problématique de comment travailler avec l'équipe soignante pour atteindre vos objectifs d'ergo? Mais je pense que ça fait partie du rôle de l'ergo, quel que soit le lieu de travail, hein, finalement. Là, on parle spécifiquement de l'EHPAD parce que c'est un accompagnement particulier et des moyens particuliers, mais finalement, trouver son rôle, trouver sa place et réussir à fédérer, quel que soit le lieu, le public, il y a forcément des acteurs autour de nous qu'on doit qu'on doit amener à faire équipe, quoi. Oui, tout à fait. Et puis de toute manière, généralement, quand on nous embauche en tant qu'ergothérapeute dans ce type d'établissement, souvent ce qu'on nous demande, c'est d'essayer de créer cette collaboration entre les différents corps de métier parce que on est un métier au carrefour de beaucoup d'autres professions et on a un rôle à jouer là-dedans. Oui, c'est sûr, c'est vrai, je me suis rendu compte, aujourd'hui d'ailleurs, que on pouvait être un bon vecteur de communication entre les équipes et les autres professionnels. C'est vrai que souvent, dites-moi si je me trompe, mais souvent les équipes d'aides-soignants et d'AMP se considèrent un peu à part des professionnels paramédicaux de rééducation ou même de l'équipe d'infirmiers, et ça
c'est pas mal d'avoir ce rôle-là, enfin, ouais, d'avoir ce rôle-là en fait de médiateur entre les deux. On est beaucoup interpellés pour faire passer des messages. Enfin, moi, c'est ce que je ressens dans mon poste. Ouais, moi je te rejoins aussi. Hein. Il y a différents clivages à différents niveaux, les intervenants libéraux, le personnel de cuisine, l'administratif, les cadres, les infirmières, l'équipe aide-soignante, ANP, enfin voilà. Et nous, on est un peu entre tout ça. Alors c'est une qualité et c'est parfois On a un électron libre. Voilà. C'est une qualité, c'est parfois aussi une petite difficulté parce que voilà, on a quand même notre légitimité, on n'est pas leur supérieur hiérarchique aux aides-soignants, aux AMP, et parfois on nous demande un accompagnement directif, on va dire. Donc comment se positionner par rapport à ça, je pense que c'est vraiment une réflexion à mener avant de se lancer un peu au feeling, savoir quelle place je prends et pourquoi au milieu de tous ces collaborateurs-là, puisque finalement, on œuvre tous pour notre patient, notre résident et pour son bien-être à lui. Oui, bien sûr. Et justement, est-ce que vous pensez qu'il y a une méthode de comment se faire sa place en fait en établissement? Parce que c'est une question en fait que, oui, comme vous disiez, pas seulement en EHPAD, mais dans n'importe quel établissement, comment se faire sa place avec les collègues et avec cette équipe soignante où on va devoir leur donner des conseils, parfois les aiguiller, préconiser des choses. Quel est selon vous en fait le meilleur positionnement à avoir, la meilleure attitude pour justement se faire accepter dans cette équipe? C'est vrai qu'en tant qu'ergo, on peut avoir une place qui peut être mal vue par les équipes parce que on peut avoir l'air de donner des directives, de leur imposer des choses dans la routine, dans les activités de la vie quotidienne des patients qui peuvent entre guillemets les mettre à mal. Elles peuvent dire que on se rend pas compte qu'elles n'ont pas le temps ou ce genre de choses. Euh, et, euh, et du coup, on a d'autant plus intérêt à faire attention à peut-être notre manière de communiquer avec les équipes. J'essaye de toujours faire des suggestions et que ce soit quelque chose qui soit d'un commun accord avec elles et d'être au maximum dans la communication et surtout en étant ouvert et Ouais, en tout à tenant fait, toujours Natacha. Franchement, disponible je te pour elles. rejoins. Et puis Effectivement, surtout, je pense qu'il n'y a pas, enfin, il n'y a pas de recette miracle, mais ce qui est sûr, c'est que la communication, c'est la clé qui permet d'ouvrir, je pense, beaucoup de portes. Et après, je pense que les soignants, ils sont d'autant plus en demande de cette communication parce que je pense que carrément. dans leur cursus déjà, on va dire professionnel, ils ont peut-être pas identifié les rôles qu'on peut avoir et c'est pour ça que je pense que il faut communiquer, mais avant ça, il faut aussi expliquer quel rôle on peut avoir auprès d'eux. Et, et comme ça, le fait qu'ils nous identifient, ils vont pouvoir eux aussi venir d'eux-mêmes vers nous en nous disant, bah voilà, là j'ai rencontré telle problématique et là j'aurais besoin que tu m'aiguilles et j'aurais besoin de tes conseils et de tes propositions. Oui, je pense qu'il y a la notion de collaboration qui est quand même hyper importante et de pas se dire je suis ergo, je sais. Oui, on sait les choses, mais l'aide-soignant Oui. sait des choses que nous ne savons pas parce qu'il connaît le résident dans son intimité du quotidien. La famille aussi, elle sait des choses que nous ne savons pas et de pas se dire moi, je sais ce qui est bon pour le patient et il faut que vous l'appliquiez. Je pense qu'il faut réussir à trouver un consensus entre tous les acteurs pour se dire qu'est-ce qu'il est réalisable de faire, que ce soit cohérent, enfin, qu'il y ait des objectifs qui soient cohérents et réalisables. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même la réalité de l'EHPAD. Si on parle de toilettes, par exemple, on fait une toilette évaluative, on propose des préconisations.
quoi qu'il en soit, l'aide-soignante le lendemain, elle va avoir quoi? Peut-être 20 minutes au max pour faire la toilette de A à Z. Est-ce qu'on peut lui demander 3 objectifs pour le maintien de l'autonomie? Peut-être dans certains établissements. Moi, de mon expérience, ça me paraît parfois ambitieux et quand on demande trop, alors vous avez des soignants qui vont essayer parce que pour eux ils ont compris l'importance, donc ils vont essayer, ils se retrouvent face à l'impossibilité de réaliser ce qu'on a proposé. Donc là c'est quand même, on est tous pareils, hein, quand on n'arrive pas à faire l'intégralité de ce qu'on aimerait faire, on est frustré. Et puis il y a les autres qui sont pas trop pour nos directives et qui disent oui, alors elles nous en demandent carrément trop. Donc on frustre ceux qui sont dans cette démarche-là, et puis on conforte les autres dans l'idée que de toute façon on va quand même pas prendre le temps de faire les trucs que demande l'ergo parce que c'est carrément inatteignable. Donc c'est mon ressenti. Je sais pas si les autres l'ont perçu comme ça, mais je pense aussi qu'il y a le facteur de l'exemple. Expliquer son rôle, c'est bien, mais c'est surtout le fait que les soignants nous voient sur le terrain, dans les chambres, avec les résidents, qui permet aussi d'identifier notre rôle. Oui. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis surtout, moi c'est mon premier emploi là en EHPAD, même c'est mon premier emploi tout court en tant que jeune diplômée dans un EHPAD, dans un établissement de soins. Et j'ai essayé de partir du principe en arrivant de leur dire voilà, moi j'ai pas de prétention et je pars du principe que sans les soignants, sans les aides-soignants, ces personnes-là qui sont actrices en fait au quotidien dans la vie des résidents, il n'y a pas de matière à travailler pour l'ergothérapeute. Et je pense que ça aussi c'est quelque chose qui est important de leur répéter, de leur dire vous savez, c'est pas que nous, on sait pas tout, et de leur donner leur place aussi et leur légitimité, mais leur dire, on en revient sur la communication, hein, mais moi je suis partie du principe aussi que voilà, je leur ai répété plein de fois, sans vous, moi j'ai pas de travail en fait. Enfin, je sais pas comment vous ressentez les choses, mais si, mais et donc effectivement c'est important de leur expliquer je suis d'accord nos avec rôles toi, Natacha, et puisse, c'est vrai que je suis partie du même principe que toi lorsque j'ai pu travailler en EHPAD, et en fait il y a même des aides-soignantes qui étaient surprises de voir qu'en fait je partais d'elles et de ce qu'elles savaient, parce que comme tu l'as très bien dit, Nadège, c'est elles qui connaissent le mieux les résidents et qui nous apportent en fait les informations clés sur lesquelles on peut s'appuyer et rebondir après, et c'est vrai qu'elles en étaient même surprises en fait. Parce qu'il y a tellement souvent dans les établissements ce côté de hiérarchie, de entre guillemets, mon diplôme vaut un peu plus que le tien, qu'en fait elles sont surprises. Oui, c'est vrai. J'ai retrouvé ça aussi. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, Océane. C'est vrai qu'on leur dit pas souvent. Et toi qui as eu une formation sur la gestion des établissements de santé, je sais pas si j'ai les bons mots, est-ce que c'est un sujet qui a été abordé sur comment fédérer une équipe, les rôles de chacun, comment se positionner en tant que cadre, j'imagine en fait, la problématique des directeurs d'EHPAD, c'est que moi, ce que je trouve qui est dommage, c'est que certains sont directement au sommet de la gestion d'un établissement, alors qu'ils ne sont quand bien même pas passés par les étapes précédentes, c'est-à-dire être un soignant. Et moi, je pense que, et c'est pour ça que j'ai décidé de choisir une autre voie, parce que je me suis rendu compte que manager un établissement de santé sans avoir été un soignant, on n'a pas la réalité du terrain en fait. On est sur des choses très théoriques, et le côté pratico-pratique, en fait on l'a pas, et ça c'est dommage, parce que
parce que du coup, on perd beaucoup en crédibilité auprès des soignants et on n'arrivera pas à faire ce qu'on appelle un bon management collaboratif qui permettra de susciter après l'intelligence collective. Après, Très bien. Et tu pardon, penses que... je suis Oui, un Nadège. poil en aussi, je désaccord pense que quand quand même on a avec, touché la avec... réalité. Ah, pardon. Natacha. Je disais que j'étais quand même un peu en désaccord avec Océane. Je pense qu'on peut être un bon directeur en n'ayant pas un parcours de soignant, dès lors que qu'on respecte la parole de l'autre et l'expression de ce qu'il vit. Je pense que quand on a ce côté humain, c'est-à-dire qu'on essaye de percevoir ce qui se passe et d'analyser en sincérité et en bienveillance. Enfin voilà, tout ce qui se passe à tous les niveaux, on peut quand même s'en sortir, je dirais, et être un bon directeur, parce que sinon on est forcément biaisé par le métier qu'on a fait auparavant. Un directeur qui aura été ergothérapeute aura pas la même vision qu'un directeur qui aura été infirmier ou qui aura été aide-soignant. On a forcément un biais dans notre analyse de la situation. Je pense que c'est plus une question d'individu et de la place qu'on laisse à l'autre, cette question de hiérarchie, comment on amène l'autre à collaborer avec nous, quelle disponibilité on lui offre, quelle écoute on lui offre, quel objectif on lui donne. C'est plus de l'ordre de l'humain, je pense, que de la fonction précédente. Mais après, c'est mon avis personnel là pour le coup. On s'éloigne peut-être un peu du sujet, mais je pense que c'est plus une question de positionnement personnel, de posture et de la manière dont on accueille l'autre qui va jouer plutôt que le métier qu'on a exercé auparavant. Oui, on n'a pas tous forcément besoin, dis-moi, hein, je rebondis sur ce que tu dis, dis-moi si je me trompe, on n'a pas tous forcément besoin de connaître la réalité du terrain pour manager correctement une équipe. C'est ça que tu veux dire en fait? C'était en termes de direction d'établissement, puisque je pense que c'est ce qu'Océane évoquait. Oui, tout à fait. On était managé par des personnes qui n'ont pas forcément effectué un soin ou quoi que ce soit dans leur cursus. Et je pense qu'on peut être managé aussi par un ancien infirmier et pas être dans l'humain parce que c'est lié aussi à sa personnalité et à ce qu'il est, à ce qu'on est. Et du coup, Océane, mais ce que tu relèves aussi, c'est que est-ce que dans cette formation-là que tu as eue pour la gestion des établissements de santé, est-ce que c'est quelque chose qui est abordé au final l'écoute, la communication, l'empathie, je dirais même, par rapport aux en salariés? fait, malheureusement, c'est très peu abordé et en fait, tu l'as très bien dit Nadège, ça relève de la personne. C'est-à-dire que pendant mes études, ce que j'ai pu remarquer, c'est que on était plutôt formaté à un type de management que vraiment partir de ce que l'on est et utiliser les valeurs et les principes qu'on a de base pour les utiliser après au profit d'un établissement. Et ça, je trouve ça dommage en fait. Alors par rapport à ce que tu disais, Océane, tout à l'heure sur le fait d'avoir rebasculé sur un métier proche en fait du patient, ça m'a fait penser à finalement se mettre dans la réalité du terrain par rapport à son équipe. Alors, c'est pas très clair ce que je dis. Je trouve que le fait aussi de montrer à son équipe qu'on est prêt à mettre la main à la pâte pour des choses qui peuvent paraître pas être notre rôle, ça permet aussi de mettre une confiance supplémentaire entre l'aide-soignant et l'ergothérapeute. Je trouve que ça fait partie de dire voilà, si tu as besoin d'aide pour quelque chose, donc c'est pas forcément dans mes missions, mais tu as besoin d'aide pour une toilette ou quelque chose alors que c'était pas clairement forcément défini. Je trouve que ça permet de renforcer la confiance et de permettre aux soignants de revenir plus facilement vers nous pour nous demander des choses en rapport avec nos missions. Après, donc pour rebondir sur autre chose, il y a une autre problématique qui revient souvent
j'ai l'impression. C'est voilà, l'ergo, il sent que souvent il est appelé que pour du positionnement et que les soignants, à l'inverse, du coup, pensent que l'ergo il est là que le positionnement. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir un peu cette étiquette fauteuil roulant? Alors oui, effectivement, dans un établissement où j'ai effectué un stage, j'ai eu la grande surprise que ben voilà, que l'ergothérapeute était là-dedans, hein, était identifiée comme la personne qui s'occupait du matériel et du positionnement. Et pourtant, elle n'avait aucune barrière. Enfin voilà, elle avait le champ libre. Hein, je veux dire, ce n'était pas une obligation de l'établissement que d'être attribuée à ça. Et j'ai trouvé ça dommage. Et je lui ai posé la question pour quelles raisons elle n'exploitait pas le côté activité avec les résidents. Et ben en fait, pour elle, rien n'était une évidence, visiblement, et elle se complaisait très bien dans cette étiquette-là. Après, je pense que pour avoir expérimenté plusieurs établissements et des missions aussi qui ont pu m'être données par ma direction différente, parce que il y a ça aussi, hein, parfois on a des directions qui impulsent des choses, enfin qui ont une vision de ce qu'est l'ergothérapeute ou l'ergothérapie et bah voilà, qui veulent qu'on réalise certaines missions plus que d'autres. Mais je pense que à l'heure actuelle, peu de personnes finalement savent ce qu'est un ergo. Je parle dans le grand public, hein, ou alors c'est parce que ils ont eu l'expérience de rencontrer l'ergothérapie dans leur parcours personnel, presque. Hein. Je caricature un peu, mais c'est souvent ça. Et du coup, l'étiquette a vite été posée que l'ergo, surtout en EHPAD, bah c'est celui qui s'occupe des fauteuils, quoi. Je pense que c'est en donnant une autre dynamique, on peut changer ce regard-là, et même ces activités-là, parce que on parlait tout à l'heure des directeurs d'établissement sont très friands de nos compétences et de pouvoir amener une autre dimension à ce rôle, ce métier qui est l'ergothérapeute en EHPAD. Je suis totalement d'accord, Nadège, et d'ailleurs, c'était aussi mon élément de réponse, c'est que finalement, moi, c'est surtout la direction, enfin, la direction, quand je dis la direction, ça va être le médecin coordinateur et le cadre de santé qui vont partir plutôt sur ces missions-là, en fait, enfin, c'est eux qui donnent ces missions de matériel, par rapport au matériel à l'ergothérapeute, et finalement, les équipes dont l'ergothérapeute est vraiment plus proche, elles n'ont pas tout à fait cette vision-là. Alors certes, elles vont appeler pour du matériel, pour du positionnement, mais elles ont aussi compris que déjà par rapport à ce positionnement, il y avait un côté d'un rôle de formation en fait de la part de l'ergothérapeute. Quand elles n'arrivent pas à faire une manutention, par exemple, ben, elles viennent me demander mon avis sur si elles font bien le truc, etc. Elles ont vraiment compris cette compétence-là de l'ergothérapeute. Mais c'est vrai que le côté matériel, c'est beaucoup porté par la direction. C'est ça qui est un peu amusant, je trouve. Et un peu dommage. Mais je pense avec notre envie et notre dynamisme, on arrive même pour l'avoir vécu dans un établissement, une direction qui était vraiment sur ah non mais l'ergo c'est la personne qui gère le matériel, quoi. On arrive à faire changer l'idée première et de se dire ah bah oui il y a d'autres compétences, bon bah tant mieux finalement. J'ai gagné au loto, mon ergo il sait faire autre chose que le matériel, ah bah, c'est cool. Donc après ils sont très friands à nous de porter justement une autre image. Après certains s'en contentent et se satisfont hein, d'être dans l'ergo, celui qui gère le matériel médical, ça leur convient. Je veux dire bon bah tant mieux pour eux, mais on peut avoir aussi l'envie de bousculer un peu cette idée première et d'apporter d'autres choses, quoi.
Oui, c'est vrai, Nadège. Oui, Et je puis suis tout à fait d'accord avec toi. ça me fait penser aussi que de plus en plus, quand même, il y a des PASA qui ouvrent au sein des EHPAD. Et là, on appelle effectivement à l'ergothérapeute pour intervenir dans ce type de pôle. Et là, bien sûr, on appelle à la créativité et à la proposition d'activités pour ces types de résidents-là. Oui, oui, d'ailleurs, ça Absolument. fait partie du cahier des charges d'ouverture d'un pôle d'activité et de soins adaptés, donc un PASA. Le cahier des charges mentionne le fait qu'il doit y avoir un ergothérapeute dans le, le fonctionnement de de ce pôle-là, ouais. Et après, ça me fait penser aussi à une autre problématique, c'est-à-dire que oui, on a énormément de choses à apporter, mais on voit souvent des offres d'emploi où c'est des ergots à des fois à 50% et même des fois moins que 50%, où ça va être sur une journée. Et parfois, je me pose la question, mais est-ce que c'est réellement possible d'avoir des actions aussi larges et pas faire que du positionnement quand en fait on est sur un établissement qu'une journée? Ah ben, je pense que en étant, allez, on va dire une journée, un 0,30, un 30% sur un établissement, on sauve les meubles. Hein. On fait le prioritaire. Euh, Après, au fur et à mesure des années, selon la manière dont on agit et la manière, enfin, les projets que l'on porte, et on peut arriver à voir évoluer ce temps de travail. Mais sinon, c'est sûr on ne peut pas étendre le temps. Et moi, j'ai commencé là sur mon emploi actuel à 0,35 donc c'est presque presque 2 jours. Et au fur et à mesure des années, alors il faut prendre un peu le temps, mais voilà, 80% maintenant. Donc, quand le rôle est identifié, parce que finalement, un directeur, quand vous lui dites, bon, un ergo, ça coûte tant. Bon, ça coûte plus cher qu'un aide-soignant. Ça coûte tant. Et que lui, son idée, c'est la gestion du matériel médical. Il vous imagine pas plus qu'un jour ou 2 jours par semaine. Donc, vous arrivez à faire changer cette vision et qu'il se dit, ah bah oui, peut-être que je vais demander des sous pour que ce poste soit financé, parce que la plupart, c'est pas de leur poche, hein. C'est l'ARS qui finance notre poste en EHPAD. Donc, je vais essayer de défendre le fait que j'ai besoin de plus de temps d'ergo. Et au fur et à mesure, il arrive à grappiller un petit peu dessous et donc du temps de travail. Natacha, tu veux peut-être super en rebondir? tout cas. Non, enfin oui, non, oui. Oui, alors moi qui suis à 50%, je me rends bien compte qu'effectivement déjà 50% c'est plus, ça fait quoi? Ça fait 2 jours et demi par semaine. Et c'est vrai que même avec 50%, le boulot c'est aussi un peu de sauver les meubles. Hein. Et, et bon, malheureusement, je ne sais pas si je resterai assez longtemps à ce poste pour le voir évoluer. J'aurais bien aimé. Mais bon, j'ai quand même le temps de faire autre chose que du matériel, même si au début, c'est vrai que c'était vraiment axé là-dessus. Mais petit à petit, je pense que la direction enfin la direction, oui, j'entends, a compris aussi mes autres compétences et me laisse un peu plus large au fur et à mesure. Donc, plus je suis à l'aise, moins je vais être sur du matériel. Et ce qui me permet aussi de me dégager du temps pour faire des choses plus axées sur des activités de la vie quotidienne, plus axées sur de la réadaptation, du travail des transferts et ce genre de choses. Et je travaille beaucoup en binôme avec la kiné et la psychomotricienne. Finalement, aujourd'hui, je suis en fait, en discutant, je me rends compte que je suis plutôt satisfaite de la manière dont ça évolue. Je me rends compte que j'ai plus de temps pour faire autre chose que du matériel. C'est aussi une question de s'habituer et avec une organisation à soi, on va plus vite aussi dans ce qu'on peut chercher euh, pour les résidents par rapport au matériel et tout ça. Et après, je pense, enfin là, pour toi, c'était
une prise de poste. Je pense qu'aussi ça peut être pour les jeunes ergots qui nous écoutent, qui commencent leur job en EHPAD peut-être, se dire de rentrer avec cette clé du matériel, c'est très bien aussi. Allez, je vais voir tous les résidents. On rencontre le résident, un peu son environnement forcément et ce qu'il est. Et du coup, ça permet d'avoir une bonne raison d'aller rencontrer tout le monde. Voilà, ça peut être aussi une carte à jouer sur je sais pas, les 3 premiers mois. Ça dépend. On parlait du temps de travail, on a dit 50%, mais 50% pour combien de lits? C'est ça aussi qu'il faut voir. Si vous êtes à 50% pour 15 résidents ou si vous êtes à 50% pour 125 résidents, c'est pas la même chose. Hein. Mais du coup de se dire bon, moi je vais commencer à rencontrer tous les résidents de ma structure avec ce prétexte du matériel médical. Et puis, je vais voir ce que je peux amener d'autres. Ça peut être aussi une clé d'entrée, de pas bousculer les équipes qui avaient ou non un fonctionnement déjà. Est-ce qu'il y avait une ergo avant moi? Est-ce qu'il n'y en avait pas? Est-ce que c'est une création de poste? Est-ce que je suis dans la continuité de ce que faisait le précédent? Comment je me positionne par rapport à ça? Si mes idées sont pas celles du précédent, Océane racontait une expérience de stage où visiblement l'ergo était très matos. Et du coup, on peut imaginer, j'arrive sur un poste, l'ergo précédent était à fond matériel médical, et moi j'ai pas envie de faire que ça. Comment je vais petit à petit toujours dans cette notion de collaboration avec l'équipe pour m'éloigner de cette seule et unique mission de fauteuil, positionnement. Oui, tout à fait. Nadège, oui, finalement, c'est une bonne excuse. Oui, je te rejoins, Nadège. C'est vrai que c'est important de préciser aux ergothérapeutes qui entrent en poste en EHPAD de jouer cette carte du matériel parce que ça leur permet déjà de connaître chaque résident et de se rendre compte aussi de ce qu'ils peuvent proposer par la suite. Si in fine après ils souhaitent par exemple constituer des groupes d'activités, etc., pour pouvoir constituer et proposer in fine des activités adaptées en fonction des résidents qu'ils ont à un instant T. Parce que ça, après, les activités proposées vont forcément évoluer en fonction des résidents qui sont dans la structure. Oui, et je pense que ça peut être aussi une clé d'entrée. On parle des résidents, mais ça peut être aussi une clé d'entrée vis-à-vis de l'équipe. Oh, tu m'as piqué ma réponse. Ah parce que du coup, en même temps, pour trouver sa place, il faut aussi voir comment on fonctionnait avant. Je pense qu'il faut se positionner pour rester humble et de se dire que oui, on a fait des études d'ergothérapeute, on a notre diplôme, c'est bien joli, mais on est là pour travailler tous ensemble. Alors ça fait un peu pays des bisounours, mais pas du tout. C'est vraiment aller aussi rencontrer tous les résidents, mais et l'excuse du matériel médical est tout trouvé pour aller rencontrer tous les soignants. Oui, en fait, moi je voulais rebondir sur c'est vrai que le matériel c'est un bon moyen pour prendre la température avec les équipes de soins et c'est une bonne excuse pour aller vers elles et puis voilà commencer cette petite, parce qu'il n'y a pas que l'alliance thérapeutique avec les patients, il y a l'alliance de collaboration, on va dire, avec les autres soignants, et ça permet de faire un état des lieux à la fois des capacités des résidents et à la fois de la motivation et des équipes, mais pas juste la motivation, mais oui l'envie de bosser ensemble, et de comment aussi, ils fonctionnent. Oui, de faire
de faire confiance aussi à son ressenti. Comme je suis la vieillarde de ce podcast, petit conseil à tous ceux qui vont démarrer une activité professionnelle, peut-être. Hein, du coup, je dis des bêtises et je sais plus ce que j'allais dire. Non, de garder cette ouverture d'esprit et de se dire, allez, chaque matin, quand j'arrive sur place, je fais le tour. Alors quand je dis je fais le tour, ça peut paraître être de la perte de temps de ah non mais je vais pas faire le tour du bâtiment, aller dire bonjour à 25 personnes. Quoi. Ben si. Si. Quand on échange un bonjour avec quelqu'un avec une question qui est pas ah salut vite fait, je suis arrivée, hein, t'as vu, je suis pointée, je suis là, je suis à l'heure. Non, c'est bonjour, ça va. C'est créer un contact. Dans le contact qu'on crée, de la même manière qu'on le crée avec notre patient, avec notre résident, le contact qu'on crée avec nos collègues va largement influencer la collaboration et les projets qu'on va pouvoir mener avec toutes les personnes avec qui on bosse, que ce soit à l'accueil, en cuisine, les personnels de nuit. Ben oui, ceux-là on les oublie pas non plus. On va peut-être aller se présenter aux personnels de nuit aussi, qui vont voir nos transmissions, qui vont voir arriver un nouveau nom. Ah tiens, il y a une nouvelle ergo. Bah oui, on l'a pas vu. Bah non. Et du coup, pouvoir dire bonjour à tout le monde, prendre un peu la température, se rendre disponible et être à l'écoute. D'être dans une écoute vraie, quoi. Et je pense que ça, c'est super important et c'est peut-être pas tellement appris en institut de formation, mais ça, il faut le développer, quoi. Ouais. Et si je peux me permettre, j'aime beaucoup cette anecdote-là, ce que tu dis, Nadège, je dis ça rapidement, pour l'avoir vécu pour les jeunes ergots en apprentissage ou bien jeunes dans le début de la profession. Moi, j'ai fait un stage aussi en EHPAD et au début, je trouvais ça très long. Aussi, si je peux me permettre, sans vexer personne, hein, d'aller dire bonjour à tout le monde. Et je me disais, mais pourquoi en fait, pourquoi est-ce qu'on perd du temps C'était au début, je me disais ça. Et finalement, non seulement dans le stage, mais encore plus dans ma vie professionnelle aujourd'hui, j'ai mis ça en application. Et je me dis, mais sans faire ça, je serais arrivée à rien. C'est vraiment quelque chose, je trouve, d'indispensable de prendre ce temps-là et de se dire, en fait, c'est pas du temps perdu. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir noter, qu'on va pouvoir mettre en transmission. Par contre, quand on est en réunion d'équipe et que les équipes elles disent bon bah voilà, moi j'ai vu l'ergo pour ça, et qu'elles t'interpellent et qu'elles disent bon bah voilà, l'ergo ci, l'ergo ça, et on pourrait demander à l'ergo. Là, c'est là en fait que ça prend, je trouve, toute son ampleur, ce qu'on fait le matin en allant faire le tour justement, comme tu dis, Nadège. Et c'est pas l'œil de Moscou hein, qui se balade dans l'établissement. Attention, non mais Non. parfois ça peut être perçu comme ça. Hein. Il y a des équipes où on sent ou des professionnels, selon voilà le contexte, etc. Bien garder sa posture de non, moi je suis là pour prendre un peu les infos, pour aussi distiller des petites choses du quotidien, de la vie perso, oh bah tiens t'as changé tes lunettes, ça te va super bien. Mais parce que c'est vrai, parce que je le pense vraiment et que finalement, j'ai pas assez de compliments dans la vie. Mais voilà, de créer vraiment un échange véritable avec pas qu'avec ses patients. On nous apprend beaucoup à faire ça avec ses patients, avec notre public d'intervention. Mais c'est comme si on oubliait qu'il faut le faire avec tout le monde, en fait. Et quand on le fait avec tout le monde, ça devient sa nature et je pense que ça bouscule le fonctionnement, ça bouscule la représentation du coup des équipes parce que l'ergo, c'est quelqu'un qui est du coup abordable, avec qui on peut discuter, qui est sur le terrain à sa manière. Or bien sûr, vous fédérez jamais tout le monde. Il y aura ceux qui disent ouais l'ergo
elle en tape pas une, quoi. Hein. Elle est là, on ne sait pas pourquoi on la paye. Hein. Pour régler 3 fauteuils roulants, on peut le faire. Bien sûr, on en aura toujours des comme ça. Mais il y en a qui vont se dire, ah ouais, peut-être. En plus, elle est sympa quand même. Elle fait l'effort, quoi. Hein. Et vous allez, voilà, commencer à fédérer. Et ça fait un peu boule de neige après une fois que vous avez un petit groupe, entre guillemets, qui a bien compris que ce que vous dites, vous êtes sincère, la sincérité, elle est toujours agréable, que ce soit dans la vie perso ou dans la vie pro. Et ça déclenche beaucoup de choses. Mais ne soyez pas l'œil de Moscou. Même si, là, vous faites votre tour là le matin, puis vous voyez Bénédicte, l'aide-soignante, qui est en train de faire le transfert de Madame Machin avec le verticalisateur à 5 mètres d'elle. Mais qu'elle n'utilise pas du tout. Donc non, on n'est pas là pour lui claquer les bretelles, lui dire non mais attends, t'as vu, je t'ai mis un verticalisateur là, c'est bien pour que tu t'en serves. Non. On lui dit bonjour et après coup, on viendra vers elle dans un autre moment pour en discuter de manière du coup à distance, pas dans le feu de l'action, de manière posée, lui dire ah mais tout à l'heure quand je suis passée, tu n'utilisais pas le verticalisateur, du coup t'aimes pas trop ou c'est compliqué et voilà de pouvoir être sur un échange où on n'est pas dans la confrontation ou à lui dire ce que tu fais c'était mal. Non, c'est pas ce que tu étais en train de faire c'est mal, c'est pourquoi tu le faisais comme ça. Est-ce que tu comprends pas l'utilité, parce que t'as pas envie, parce que tu sais pas t'en servir, parce qu'elle est en panne, j'en sais rien. Mais d'essayer de chercher le pourquoi et de pas être dans la répression, quoi. Enfin, dans le négatif. Absolument. Et je tiens à souligner que toi, Nadège, donc j'imagine c'est ce que tu fais au quotidien, et tu as quand même fait évoluer ton poste d'un 30% à peu près 80%. Donc c'est que quand même, voilà, ce que tu fais, ça a un impact. Et oui, on peut prendre ça comme une perte de temps, et au final, ça a énormément d'impact positif. Ah, mais moi, je le vois pas comme une perte de temps. D'ailleurs, je le dis, hein, ça étonne toujours les stagiaires. Donc, je pense qu'on n'est pas très routinier de cette pratique dans le milieu de l'ergothérapie. Mais aller à la rencontre des gens, c'est ça notre métier. On nous dit, il faut que les activités soient signifiantes pour le patient. Ok. Mais moi, si je suis aide-soignante et que je comprends pas pourquoi je devrais utiliser un verticalisateur qui me prend plus de temps, c'est pareil. Allez chercher en quoi est-ce que l'objectif que vous donnez à votre patient en termes de maintien d'autonomie, si votre professionnel derrière pour lui il comprend pas l'objectif pour lui dans son métier ou dans sa vie perso ou pour préserver son dos ou pour préserver ses capacités, enfin il y en a qui vont l'utiliser, mais ça ne sera pas la majorité. Il faut réussir aussi à ce que ça fasse sens pour le professionnel qui va s'en servir, quoi. Absolument. Et là, le podcast est bientôt fini, mais je souhaitais vous poser une dernière question. J'ai même posé cette question à la fin. C'est pour vous, quel est l'avenir de l'ergo en EHPAD? C'est une question un peu large, il ne reste pas beaucoup de temps, mais si vous pouvez dire vos idées sur cette question. Océane, peut-être tu veux te lancer? L'avenir de l'ergo en EHPAD, waouh, c'est un vaste sujet. Je dirais que l'ergothérapie en EHPAD, elle est en train, je pense, d'évoluer positivement. Donc je pense que on est parti sur une bonne lancée et j'encourage en fait tous les ergothérapeutes qui acceptent des postes en EHPAD de ne pas se dire que c'est une voie de garage comme je peux l'avoir entendu, mais qu'on a toute notre place et que on a tout intérêt à repenser ce qu'on peut apporter autant aux résidents que aux autres professionnels. Absolument. Ou Natacha? J'ai du mal à dire mieux que ça, hein, mais effectivement, je trouve que ça évolue bien.
quand je regarde ma toute petite expérience, je vois là les deux ergothérapeutes qui étaient là avant moi, qui m'ont précédé. Il y a eu des manières de faire différentes et à chaque fois, je trouve que ça a évolué vers le mieux. Les équipes m'ont raconté comment les autres ergothérapeutes procédaient et je me suis dit, le premier faisait comme ça. Je trouve que le second était peut-être plus, je veux dire, plus en bienveillance et plus en tolérance avec les équipes. Et moi, j'essaye d'appliquer ça aussi. Donc, j'imagine, je trouve que c'est représentatif aussi de l'évolution de l'ergothérapie en EHPAD et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Merci Natacha. Et pour finir, Nadège? Alors après 14 ans d'activité en EHPAD, non, bien sûr, les choses changent. Je pense que c'est aussi lié à tout ce que nous, on impulse et ce qu'on montre. Je dirais la preuve par l'exemple. Et je pense que notre rôle va aller de plus en plus vers une mission d'articulation entre, je pense que ça, les directions s'en saisissent bien, de la capacité de l'ergo à faire du lien, à fédérer, au-delà qu'on a évoqué tout à l'heure, au-delà du positionnement, au-delà de tout ça, à travailler avec les équipes. On n'a pas parlé des accidents du travail. Je vous remercie mille fois pour cette discussion très riche et intéressante. C'est vraiment chouette de pouvoir discuter avec vous. Voilà, donc merci à toi Marine de nous avoir réunis. Merci. Encore un grand merci à Natacha, Nadège et Océane d'avoir partagé leurs opinions et leurs réflexions sur le sujet. Si vous souhaitez participer à la discussion, n'hésitez pas à vous rendre sur le groupe Facebook de Occupe ton Ergo où nous échangeons tous ensemble et avec bienveillance sur ce qui a été évoqué. Merci beaucoup et à bientôt!